Aujourd'hui, je pense pouvoir être en mesure de dire, comme beaucoup d'entre vous, que je connais la ville de Los Santos et tous ses recoins par cœur. Après toutes ces années à parcourir chaque rue, chaque quartier, chaque montagne, je n'ai même plus besoin du GPS pour aller d'un point A à un point B, surtout si c'est pour me rendre au club de striptease. Je connais les raccourcis, les coins paumés où se cachent des PNJ louches et même les meilleurs endroits pour échapper à la police. Et pourtant, malgré tout ce temps passé à Los Santos, malgré cette impression d'avoir tout vu et tout fait, GTA V continue encore aujourd'hui de cacher des secrets que personne n'a encore découverts. C'est peut-être ça, au fond, qui rend ce jeu unique et qui explique pourquoi on y revient encore, même à l'aube de l'arrivée de GTA VI. Parce qu'avant de plonger dans Vice City et ses nouvelles promesses, j'avais envie de faire un dernier tour dans cette vieille ville que l'on connaît tous, mais qui garde encore bien des mystères. Dans une précédente vidéo, je m'étais déjà penché sur la fameuse fresque du Mont Chiliad et sur les ovnis disséminés un peu partout à San Andreas. D'ailleurs, si ça vous intrigue, je vous invite à aller la voir, mais aujourd'hui, on va pas parler de ces mystères-là. Non, cette fois, on va s'intéresser à tous les autres secrets que GTA V continue de cacher. Des plus étranges aux plus inquiétants. Et croyez-moi, certains d'entre eux pourraient bien changer la façon dont vous voyez le jeu. Los Santos est une ville magnifique, bien que ses habitants soient pour la plupart de véritables enfoirés. Entre les gangsters, les flics corrompus, les riches prêts à tout pour devenir encore plus riches, les sectes religieuses et j'en passe, c'est un véritable concentré de tout ce que l'humanité a de pire à offrir. Mais malgré toute cette noirceur, il y a quelque chose d'intéressant dans cette ville. Chaque rue ou même chaque quartier semble cacher ses propres secrets, comme si Los Santos elle-même était un personnage à part entière. Et si la ville est déjà pleine de mystères, attendez de mettre les pieds un peu plus loin dans les coins les plus reculés de l'État. Parce que là où Los Santos brille par son côté urbain et décadent, Sandy Shores par exemple, elle respire la folie pure. Des habitants complètement barrés, des histoires qu'on croirait sorties de légendes urbaines, et surtout des lieux qui semblent témoigner d'événements bien plus étranges que de simples règlements de compte. C'est là-bas que certains des mystères les plus glauques et perturbants de tout GTA V prennent vie, et notamment celui qui va nous intéresser pour cette première partie de la vidéo, le mystère de Merle Abrahams. Pour cette première enquête, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on se mette dans la peau de Trevor Phillips. Après tout, s'il y a bien un gars qui connaît Sandy Shores mieux que personne, c'est bien lui. L'histoire commence ici. Dans une maison en ruine située à l'angle du boulevard d'Algonquin et de Panorama Drive à Sandy Shores. À l'intérieur, on peut trouver un rapport sur une affaire criminelle datant de décembre 2004 où on y apprend qu'un certain Merle Abrahams est mort au pénitencier de Bolingbroke, alors qu'au même moment, il attendait son procès pour enlèvement et torture. Abrahams était en fait soupçonné d'être l'auteur des Meurtres de l'Infini, une série de disparitions survenues en 1999. D'après la police, les 8 victimes étaient toutes de jeunes hommes célibataires tués alors qu'ils faisaient leur jogging. Bien que des preuves indirectes reliées à Abrahams au crime, aucun corps n'a jamais été retrouvé et il n'a jamais avoué, même s'il a reconnu avoir une obsession maladive pour le chiffre 8. Alors, je sais pas vous, mais je trouve cette histoire à la fois claire et incompréhensible. Merle est censé être un tueur en série, mais rien n'est certain. Des joggers auraient été assassinés, mais là encore, aucune certitude. Tout ça reste flou et je me dis que mettre notre nez dans cette affaire pourrait peut-être faire avancer les choses. Parce que dans tous les cas, Merle Abrahams est mort, et ses secrets sont partis dans la tombe avec lui. Donc notre seul moyen de rétablir la vérité sera de déterrer du mieux qu'on peut ce que le tueur de l'infini nous a caché. La première chose que j'ai faite, c'est me rendre dans la maison de Merle Abrahams. Bien sûr, elle est aujourd'hui abandonnée et brûlée, très certainement incendiée par des voisins furieux après avoir découvert qu'ils vivaient à côté d'un monstre. D'ailleurs, on peut le confirmer à l'arrière de la maison, où un tag indique « Dégage Merle Abrahams, tu es une mauvaise personne ». Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'intérieur. Dès l'entrée, on remarque d'autres inscriptions, cette fois très probablement laissées par Merle lui-même, comme ce message disant « Il y en aura 8 ». Une référence presque évidente aux 8 joggers disparus. Cela explique pourquoi la police le considérait comme le tueur de l'infini. Partout sur les murs, le chiffre 8 est répété.
symbole de son obsession maladive, et surtout, il ne faut pas oublier que le 8 n'est rien d'autre que le symbole de l'infini mis à la verticale. Un détail que Merle a aussi pris soin de marquer. Encore plus inquiétant, on tombe sur des choses franchement glauques. Des bocaux semblant contenir des morceaux de corps humain, et des chaussures de sport. Et là, il n'y a aucun doute possible, ces baskets appartenaient très probablement à l'un des joggers disparus. Pour le reste des objets trouvés ici, ce n'est pas vraiment pertinent, des journaux, des emballages de fast-food, rien de très intéressant, même s'il y a tout de même un détail intriguant, ce dessin, qui, tout comme les chiffres 8, est répété un peu partout. Je sais pas vraiment ce qu'il représente, mais il semble avoir une importance pour Merle, ce qui le rend d'autant plus mystérieux. Pour la suite, j'ai décidé de fouiller un peu plus en profondeur tout Sandy Shores, puisque cette histoire semble clairement liée à cet endroit. En m'aventurant dans le coin, j'ai fait quelques découvertes assez intrigantes, par exemple une vieille caravane avec des poubelles à côté, toutes marquées du chiffre 8. Je ne sais pas non plus exactement ce que ça signifie, mais il est presque certain que Merle Abrahams est passé par là. Je me suis donc dit qu'il fallait continuer à explorer les lieux où il avait potentiellement traîné, histoire de trouver de nouveaux indices. Et ça a porté ses fruits, puisque je me suis rendu près des lieux où les PNJ joggers ont l'habitude de courir, et je suis tombé sur un nouveau message. 1 n'est plus, 2 était amusant, 3 a essayé de s'enfuir, 4 a appelé maman, 5 n'est pas en vie, 6 n'est rien, 7 est au paradis, 8 n'attendra pas. Je pense que c'est assez explicite, il parle des 8 meurtres qu'il aurait commis à l'époque. Et le fait d'écrire tout ça montre clairement l'état psychologique inquiétant du personnage. D'ailleurs, ce n'est pas le seul message qu'il a laissé. Pas très loin, on peut découvrir une nouvelle inscription qui dit « Ils me veulent, ils peuvent m'avoir, mais ils n'auront jamais mon peuple, même si je leur laisse assez de signes où ils m'ont mis. » Ce texte est particulièrement troublant, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, on va surtout s'intéresser à la dernière partie du message, où il dit qu'il a laissé assez de signes là où on l'a mis. Et pour ceux qui ont bien suivi, Merle Abrahams a été incarcéré à la prison de Bolingbroke. Donc je pense qu'il est temps d'aller y faire un tour pour en apprendre davantage. Une fois arrivé là-bas, on constatera un nouveau message de Merle disant « Là où l'eau rencontre la terre et où le feu s'est autrefois répandu, l'infini restera jusqu'à mon retour. » Et avec, juste à côté, le même dessin bizarre qu'on pouvait déjà observer dans sa maison. Avec un peu de réflexion, je pense qu'Abrahams essaye de nous indiquer un lieu précis, mais lequel ? Quand il dit « là où l'eau rencontre la terre et où le feu s'est autrefois répandu ». Est-ce qu'il ne ferait pas une référence au mont Chiliade, qui, selon certaines théories, aurait été autrefois un volcan ? Ça voudrait dire que l'endroit en question se situerait non loin de la montagne et plutôt vers les zones littorales. Tiens, c'est marrant, mais cette partie de la carte ressemble énormément au dessin laissé par Merle. Je crois qu'on tient quelque chose. Cet endroit, il est assez spécial dans cette histoire et particulièrement marquant quand on le découvre parce que c'est ici que le tueur de l'infini a enterré les cadavres de chacun des joggers. En fouillant sous l'eau, on peut observer les 8 corps entièrement attachés. C'est une vision vraiment glauque et perturbante, surtout quand on réalise que ces victimes sont restées là oubliées de tous pendant des années. Et je pourrais arrêter mon enquête ici, voilà, on a trouvé les corps disparus des meurtres de l'infini, mais il y a un détail qui me perturbe. Je l'ai évoqué plus tôt en disant que certains des messages de Merle étaient troublants, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont été écrits après la mort de celui-ci. Parce qu'on sait qu'il n'est jamais sorti de prison, puisqu'il est mort là-bas. Mais du coup, comment il a pu écrire un message à l'extérieur de la prison disant que justement, on trouverait des réponses à la prison? Ça n'a aucun sens. À moins que Merle ait eu un complice. Et si en réalité, il n'avait jamais tué personne de ses propres mains? Peut-être qu'il s'est contenté de commanditer les meurtres des 8 joggers, ce qui voudrait dire que le véritable tueur de l'infini n'était pas Merle Abrahams. Et c'est là que la communauté de GTA V intervient, puisque la fin de cette histoire n'est qu'une accumulation de théories. Il y a eu pas mal de suspects dans cette histoire, certains allant même jusqu'à accuser Trevor d'être le véritable tueur au service de Merle Abrahams, et franchement, sur le papier, ça pourrait presque tenir la route. Ils vivaient dans le même coin, étaient tous les deux complètement tarés, pourquoi pas? Mais perso, j'adhère pas trop à cette théorie.
je préfère celle qui relie GTA V à 3 autres jeux Rockstar, GTA 4, Red Dead Redemption 1 et Red Dead Redemption 2. Commençons donc par le commencement en retournant à Liberty City. Dans le 4e opus de Grand Theft Auto, on peut croiser un certain Eddie Law. Wait, mister. Do you ever wonder if animals, they masturbate? Okay, listen, friend, you're really creeping me out. Un type vraiment bizarre qui supplie le protagoniste de l'emmener quelque part. Hey, do you have a car? Can you get one? Why? Because I have this rather heavy bag and I really need a lift. I can pay you. Okay. Thanks. I'm Eddie, by the way. Eddie Lowe. Yes, fine. Come on. Une fois sur place, il balance son sac dans l'eau, puis nous demande tranquillement de le raccompagner chez lui. Rien que ça, c'est déjà louche. Mais le plus intéressant arrive après. Quelques jours plus tard, en consultant internet dans le jeu, on tombe sur un article relatant qu'un tueur en série connu pour avoir décapité des joggers a frappé à nouveau. Une jeune victime a dernièrement été retrouvée dans un sac de sport, sans tête. Et là, je pense que vous avez tous compris les liens évidents avec le tueur de l'infini, que ça soit les joggers et les cadavres jetés à l'eau, mais le truc le plus flagrant, c'est lors de notre deuxième et dernière rencontre avec Eddie Law. Écoutez bien ce qu'il dit. You say Eddie's not cool? I don't fit in with the in crowd? Well, Mrs. Smith, Eddie's taken your star son, your prized little quarterback, and fucked him in the ass, and then tied him up, strangled him into knots. And your daughter? Your pretty little daughter, Mrs. Abrahams? Eddie's ripped out her intestines just to see if he could feel anything. And you know what? He couldn't. He couldn't. You should get laid or something. Oh, I just did. A little jogger down by the water. But you know what, handsome? I got a hunger tonight that can't be sated. Come here! Même si c'est très bizarre la manière dont il le mentionne, il dit quand même le nom, Abrahams, et reparle une nouvelle fois de Jogger avant de tenter de nous tuer. Pour moi, s'il y a bien un gars qui pourrait être le tueur de l'infini, c'est bien lui. Surtout que, comme dit précédemment, Red Dead 1 et Red Dead 2 sont aussi liés à cette histoire et à Eddie. Dans le premier jeu, il est possible de trouver ce message sur un mur « Je comprends pas l'infinity », l'infinité en gros. Donc là encore, on retrouve cette thématique de l'infini, mais aussi une manière d'écrire qui rappelle énormément celle de Merle Abrahams. Dans le deuxième jeu, on peut lire une lettre indiquant qu'un groupe de coureurs sportifs a disparu, et en enquêtant, on finit par découvrir où ils sont. Celui qui est derrière cette horreur s'avéra être un certain Edmund Lowry. Et là, coïncidence ou pas, Edmund Lowry et Eddie Law, ça sonne quand même étrangement pareil. 4 jeux, 4 références aux tueurs de l'infini, 3 meurtriers qui s'en prennent spécifiquement à des hommes amateurs de course, dont 2 qui semblent étrangement liés au moins par le nom. Et c'est là qu'émerge la théorie ultime, et si le tueur de l'infini n'était pas une seule et même personne, mais un rôle, un héritage transmis de génération en génération. Cela expliquerait parfaitement pourquoi la notion d'infini est si présente, le meurtrier continuerait son œuvre d'une époque à une autre, reliant ainsi les événements de Red Dead Redemption à ceux de GTA. Pour moi, c'est de loin la théorie la plus stylée et la plus crédible, mais malheureusement, un détail vient tout gâcher. Des modeurs ont réussi à retirer les vêtements des cadavres sous l'eau dans GTA V et apparemment, il ne s'agirait pas de corps d'hommes. Pourtant, le rapport du début de l'enquête précise bien que les victimes du tueur de l'infini étaient des joggers masculins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avons-nous tout bon depuis le départ ou est-ce qu'on se plante complètement? Mystère total et peut-être qu'on ne le saura jamais. Ce qui est intéressant avec GTA V, c'est que le jeu est littéralement une parodie de la réalité. Du coup, énormément de choses, mais vraiment énormément, sont inspirées de faits réels, même les plus glauques et horribles. Prenons un exemple qui m'a particulièrement marqué, puisqu'il est lié à un drame hollywoodien extrêmement célèbre. Pour ce mystère, nous allons nous rendre vers Vinewood Hills.
Là-bas, on pourra voir sur un mur le nombre 1807 avec juste en dessous une flèche pointant vers une maison. Une fois devant cette maison, il ne se passe absolument rien, sauf que si l'on sait de quelle véritable maison elle est inspirée, notre perception de cet endroit change complètement, puisque c'est en réalité une référence à la résidence louée par le célèbre réalisateur Roman Polanski et sa femme, l'actrice Sharon Tate. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de leur histoire, il faut aussi que je vous présente la famille Manson, une secte meurtrière dirigée par Charles Manson, un enfoiré psychopathe de merde. Et quand on revient sur le nombre 1807 inscrit sur le mur pas loin, 18 c'est exactement le nombre de membres dont était composée la famille Manson, et 07 représente le nombre de meurtres que Charles Manson a avoué avoir commandité. Et parmi ces meurtres, on retrouve ceux qui ont été commis dans la nuit du 8 au 9 août 1969, où plusieurs membres de la secte se sont introduits dans la maison de Roman Polanski et ont massacré Sharon Tate qui était enceinte de 8 mois. Ainsi que 4 de ses amis présents sur place. Un véritable bain de sang qui a traumatisé une génération entière, et qui d'une certaine manière hante également Los Santos, puisque lorsqu'on interagit avec les personnes présentes sur la terrasse de la maison, ils sont tous terrorisés au moindre geste brusque, ce qui n'est pas habituel comme réaction de la part des PNJ. Et le pire, c'est qu'au bout d'un moment, la police se met à arriver, comme si Rockstar nous disait que cet endroit est un lieu sacré qu'on ne doit pas profaner. Ce qui est terrible avec les enfoirés comme Charles Manson, c'est qu'ils me terrifient autant qu'ils me fascinent. Comment des merdes humaines pareilles peuvent exister dans notre réalité? Parce que ce gars, c'est typiquement le genre de personnage que la licence GTA parodierait. Parce que, soyons honnêtes, GTA n'a jamais essayé de nous vendre des héros au grand cœur. Dans cet univers, même les protagonistes sont des monstres à leur manière. Trevor par exemple, c'est littéralement la définition même du psychopathe. Imprévisible, violent, sans aucune limite morale, et pourtant, on adore le jouer. Pourquoi ? Parce que dans le monde de GTA, la folie n'est pas une exception, c'est presque une norme. Et c'est justement ça qui rend les psychopathes cachés du jeu encore plus terrifiants. Parce qu'on a pris le temps de s'intéresser à eux et pas à un autre. Prenons le cas du meurtrier secret du cinéma. Ce mystère, qui ne peut être résolu qu'en incarnant Michael, est d'ailleurs l'un des tout premiers du jeu à avoir été élucidé. Le début de cette affaire commence encore une fois par des inscriptions sur des murs, la première disant « Le vieux Fred paraît gentil, mais ce n'est pas le cas. » Ok, plutôt bizarre, mais rien d'alarmant. Passons à la deuxième inscription qui cette fois dit « Fred fait des dessins animés pour enfants, ce qui est plutôt marrant quand on sait ce qu'il a fait. » Là, faut commencer à croire que ce Fred n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Et à partir de ces deux premiers textes, je peux déjà mener mon enquête et comprendre qu'on fait référence à Fred Quincy. Fred Quincy, c'est le fondateur de Fred's Pictures, une compagnie cinématographique qui fait beaucoup trop penser à Disney pour que ça soit juste une coïncidence. Et c'est justement en m'aventurant près des magasins Fred's Pictures vers Vinewood Boulevard que j'ai trouvé la troisième inscription. Et elle est beaucoup plus intrigante et flippante. Ce n'est pas un mystère, ils l'ont noyée à cause de ce qu'elle savait. Ok, donc là on parle clairement d'un meurtre. Enfin, ça reste à confirmer pour le moment, mais ça voudrait dire qu'un cadavre serait caché dans l'eau. Et ce n'est pas un décor qu'on avait déjà pu trouver avec le tueur de l'infini. Et ça tombe bien, pour une mission qui consiste à récupérer des pièces de sous-marins, on pourra constater ceci. Le corps d'une femme décédée, aux pieds cimentés pour l'empêcher de remonter à la surface. Maintenant la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle savait ? Parce qu'on nous a dit qu'elle est morte parce qu'elle en savait trop, et donc que quelqu'un a commis un acte tellement horrible qu'il a dû répéter ses actions pour que personne ne sache ce qu'il s'est passé. Heureusement, le dernier texte inscrit sur un mur nous donnera une réponse. David Richards est au courant. Alors, faut savoir que David Richards, c'est un gars qui est mort, c'est un ancien producteur de films qui, justement, a fondé Richards Majestic Productions, la société de production pour laquelle Michael va travailler durant le mode histoire avec Solomon Richards, le fils de David. Donc, on peut pas lui demander ce qu'il sait directement, mais peut-être que le studio de son fils, lui, pourra nous en dire plus. Et en effet, lorsqu'on se rend dans les bureaux de Solomon, on peut trouver une lettre qui est adressée à son père de la part de Fred Quincy, avouant avoir commis 2 meurtres. Le premier étant celui d'un certain Isaac, un acteur qui travaillait pour Fred's Pictures.
À l'époque, Fred souhaitait qu'Isaac produise un dessin animé intitulé Bip le chien, mais Isaac, lui, il voulait plutôt réaliser un film en prise de vue réelle avec Abe Schwartzman pour un autre studio. Et ça a fait péter un câble à Fred, qui tua Isaac en 1947 et cacha son corps dans une mine abandonnée de Great Chaparral. On peut d'ailleurs s'y rendre, mais seulement si on a de quoi faire exploser l'entrée de la mine. Une fois à l'intérieur, on pourra découvrir le cadavre décomposé d'Isaac. Dans la lettre, il est dit qu'après sa mort, Fred Quincy a demandé à Abe Schwartzman de fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé, tandis que sa propre secrétaire, qui a appris la nouvelle, n'a pas voulu. Et vous l'aurez compris, c'est elle, le cadavre dans l'eau. Elle fut assassinée 2 ans après Isaac, en 1949. Le dernier mystère à propos de cette histoire, c'est de savoir qui a écrit les textes sur les murs. En vrai, ça peut soit être Abe Schwartzman, qui au final n'a pas tenu sa promesse, ou tout simplement David Richards, qui après avoir lu la lettre, a décidé de dévoiler le secret de Fred Quincy, le meurtrier du cinéma. Je fais une courte digression sur l'affaire du meurtre de Leonora Johnson, qui pour le coup est pas mal connue parce que c'est une mission secondaire et elle est accessible à tous dans le mode histoire. Dans cette mission, on va devoir résoudre le mystère entourant la mort d'une actrice américaine nommée du coup Leonora Johnson. On peut en savoir plus sur son décès en se rendant sur un site spécialement dédié à son histoire où on apprendra que celle-ci a été démembrée et reconstruite comme une forme d'art complètement macabre. Elle a été décapitée, ses mains ont été remplacées par ses pieds et inversement, bref, c'est horrible ce qu'on lui a fait. Et à ce jour, personne ne sait qui est derrière tout ça. Heureusement, nous sommes là pour élucider ce mystère puisqu'on va retrouver 50 morceaux de papier qui, après avoir été assemblés, vont encore une fois donner une lettre adressée à David Richards où le meurtrier va avouer avoir commis un meurtre. Sauf que cette fois, le tueur est encore vivant puisqu'il s'agit de Peter Dreyfus. Un réalisateur de films des années 70 qui est célèbre pour être totalement perché. Donc, pas de doute, c'est cet enfoiré qu'on recherche. I'm here for this, chum. What's this about? Do you know her? Security? What's her name? Security, this guy's trying to rape me! Leonora Johnson. It's not what you think. The one whose parents you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. Amos, fuck you! Après sa tentative de fuite, on pourra soit le laisser courir pour qu'il reste en vie et passe les derniers restants de ses jours en prison, soit on le tue, et je vous mens pas, j'ai pris la deuxième option. Même si depuis le début de cette seconde partie de la vidéo, je parle de fantômes du passé qui refont surface au sens métaphorique, cette fois-ci ce sera au sens littéral. En effet, il existe une mission secondaire très intrigante avec Franklin où l'on suit un chien qui nous conduit jusqu'à un parachutiste en danger de mort. Et vous allez voir que durant notre discussion, il y aura en quelque sorte un petit plot twist. Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Le chien qu'on a vu n'était pas réel. Et c'est vrai que je me suis pas posé la question au début, mais Franklin parle au chien comme si les deux se comprenaient. Cela est d'ailleurs confirmé dans une autre mission où Franklin recroise le fameux chien qui se met à communiquer avec lui comme s'il parlait la même langue. Hey, what's up, my nigga? Good to see you, dog. That asshole is about to kill himself. Which asshole? Oh, that perfect investor guy. Shit, whatever. Et celui-ci va à nouveau lui indiquer que le parachutiste est en danger de mort. Hey, man, I ain't too sure about this one. Man, that motherfucking dog was the real deal. What dog? I don't know how to explain it, man. Well, it's your call.
faut croire que le chien avait encore raison. On dirait presque que celui-ci était un ange gardien pour le parachutiste. Mais moi, la question que je me pose, c'est qui est ce chien fantomatique? D'où il sort et pourquoi il n'y a que Franklin qui peut le voir? Malheureusement, je peux pas répondre à toutes ces questions. Surtout que la plupart des réponses proviennent de théories. Mais moi, celle que je préfère, et que je trouve la plus plausible, c'est la théorie qui dit que ce chien, c'est celui d'une famille décédée. Et je ne sors pas ça de nulle part, c'est bel et bien dans le jeu, puisque lorsqu'on se rend sur le site nommé « Accepte le chaos », on pourra jouer à incarner Dieu. Très bizarre de dire ça, mais ok. Et en gros, ça consiste juste à cliquer sur une image pour provoquer un désastre. Genre cette photo toute simple du Nil, quand on clique dessus, ça provoque un tsunami qui tue énormément de monde. Mais il y a également cette image. Une famille normale, qui a l'air plutôt cool en vrai. Quand on clique dessus, toute la famille morte dans un grave accident de voiture. Et parmi les cadavres, on peut trouver exactement le même chien que tout à l'heure. Évidemment, comment parler de fantômes dans GTA V sans évoquer celui de Mont Gordo? Très certainement l'un des easter eggs les plus connus du jeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous vous rendez dans les montagnes près de la maison avec un phare, vous assisterez entre 23h et minuit à un événement surnaturel. La silhouette que vous voyez est le fantôme d'une femme appelée Jolene. Autrefois vivante et tout à fait normale, elle était mariée à un célèbre cascadeur, John Cranley, surnommé Jock Cranley. En 1978, leur couple traversait une période difficile. Jock rêvait de quitter le comté de Blaine pour devenir cascadeur professionnel, tandis que Jolene préférait rester afin de s'occuper de ses parents et de gérer leur maison d'hôte prospère. Un jour, alors qu'elle se promenait le long des falaises surplombant le phare d'El Gordo, Jock l'y rejoignit et la poussa dans le vide. Jolene s'écrasa au sol et mourut sur le coup. La police arrêta Jock, soupçonné de meurtre, mais il fut relâché, l'enquête concluant à un simple accident. Le fantôme de Jolene symbolise donc une injustice, ce qui explique aussi pourquoi le mot Jock apparaît écrit en lettres de sang sur le rocher au-dessus duquel elle flotte. Ce qui est assez intéressant venant de ce mystère, c'est que beaucoup le relient à la maison du phare, considérée par certains comme un autre mystère du jeu. Personnellement, je n'y vois rien d'anormal, même s'il est vrai qu'une atmosphère assez pesante peut se faire ressentir aux abords de cet endroit. Faut savoir que je fais partie de ce genre de personnes qui doivent absolument tout compléter à 100% dans un jeu. Et évidemment, le but ultime derrière tout ça, c'est d'obtenir ce qu'on appelle sur PlayStation le fameux trophée platine, celui qu'on ne décroche qu'en ayant totalement terminé le jeu dans ses moindres détails. Et faut savoir que GTA V est un jeu où le trophée platine n'est obtenu que par 0,1% des joueurs, ce qui est vraiment très peu. Et le plus fou, c'est qu'il existe un autre trophée qui lui aussi n'est décroché que par 0,1% des joueurs, un trophée appelé Cryptozoologue. Pour l'obtenir, il faut avoir débloqué une certaine catégorie d'acteurs pour le mode réalisateur. Un mode où en gros on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut modifier la météo, le nombre de PNJ, se téléporter n'importe où quand on veut, obtenir le physique de n'importe qui dans le jeu. Oui, même eux on peut les incarner. Bref, dans ce mode, les personnages qu'on incarne sont appelés les acteurs. Et parmi eux, on peut choisir des personnages du mode online, des personnages du mode histoire, mais également des animaux. Alors on peut pas comme ça choisir n'importe quel animal, parce qu'avant il faut trouver ce que l'on appelle des payotes, qui sont des cactus hallucinogènes qui ont été cachés un peu partout dans la map du mode histoire. Et ces petits cactus, on peut les faire manger à notre personnage, ce qui va lui donner des hallucinations plus que bizarres. Et ce que vous venez de voir, il va falloir le refaire 26 fois à d'autres endroits pour débloquer tous nos acteurs. Qu'ils soient ridicules, dégueulasses, volatiles ou même marins, on doit tous les trouver.
Une fois qu'on a débloqué tous les animaux, le trophée cryptozoologue apparaît comme obtenu. Et donc trop content, j'ai débloqué un truc qui sert pas à grand chose à part pour se la péter en disant qu'on a un trophée que seulement 0,1% des joueurs ont. Génial. Mais il y a un détail qui titille mon attention parce qu'en lisant ce qui est écrit avec le trophée, on nous dit « Vous avez débloqué tous les animaux utilisables dans le mode réalisateur, enfin presque ». Comment ça, enfin presque? On a trouvé toutes les payotes et quand on se rend dans le mode réalisateur, c'est bien écrit que... Quoi? Il manque un acteur? Il y a un animal secret que je n'ai pas encore débloqué? Bon, en vérité, ceux qui sont très attentifs l'avaient peut-être déjà compris, mais le nom du trophée, c'est cryptozoologue. Et un cryptozoologue, c'est une personne qui étudie les cryptides, les animaux dont l'existence n'est pas prouvée scientifiquement, mais qui sont mentionnés dans des récits folkloriques, des témoignages ou des légendes. Du coup, on peut supposer que le dernier animal à débloquer grâce aux payotes est très certainement un cryptide. Mais lequel? Parce qu'il y en a plein. Ma première piste, c'était le monstre du Loch Ness. En effet, il existe de nombreuses théories sur la présence de ce qu'on surnomme Nessie. Par exemple, si on se rend à un endroit précis de la carte, on peut trouver sous l'eau le squelette d'une énorme créature. Malheureusement, ce squelette s'est avéré être celui d'une simple baleine. Mais en réalité, si vous voulez vraiment trouver des indices prouvant l'existence de Nessie, il faut aller en mode online et se rendre à Cayo Perico. Là-bas, on peut voir une sorte de sculpture représentant clairement le monstre du Loch Ness, ce qui avait déjà commencé à semer le doute chez certains sur sa possible présence près de cette île. Et il faut croire que ces théories n'étaient pas totalement infondées, puisque lors du braquage qui se déroule à Cayo Perico, quelqu'un nous dit quelque chose de plutôt étrange via notre talkie-walkie. Captain, I do not want to worry, but there is something out there. Long-range scanners are picking up something big. On the surface, from movement patterns, I would say it is... Never mind, it is an old friend of mine. Ok, il y a bien une grosse créature pas loin d'ici, mais le jeu ne veut pas nous montrer où elle se trouve. Donc, il va falloir la trouver nous-mêmes. Et la voilà. Les amis, je vous présente Nessie, alias le monstre du Loch Ness. On peut l'observer seulement de loin car quand on s'approche, il retourne directement sous l'eau. Et voilà, pas de nouvel animal débloqué, juste une piste très intéressante qui nous a mené nulle part. Donc, passons à autre chose. Pour la piste suivante, je me suis intéressé à la toute dernière mission de GTA V, celle qu'on obtient uniquement en complétant le jeu à 100%. Dans cette mission, on incarne Franklin et on doit se rendre à Rayton Canyon. Là-bas, on fait la rencontre d'un drôle de chasseur. You lucky boy. You're real lucky. Why? I thought you was a Squatch. Nearly pulled a bullet in you. Made my goddamn fortune. A what? A Sasquatch. Man, you believe in that bullshit? I spent 8 years combing these woods. I've seen one hundreds of times. Just never got a clear shot. Here, look at this. It's a fresh sketch. Man, you just gonna carry that shit loose in your pocket like that? Always. Hold on. Damn! I could have sworn! They're clever bastards! Some of them wear orange so that people will think they're hunters! Celui-ci affirme avoir aperçu le Sasquatch, ou plutôt comme on l'appelle plus communément, le Bigfoot. En enquêtant un peu plus, on se rend vite compte que ce chasseur n'était peut-être pas aussi fou qu'il en avait l'air. En suivant ces bruits, on remarque très vite que quelque chose court non loin de nous. En essayant de rattraper cette mystérieuse créature, on finit par tomber nez à nez avec plusieurs pumas. Mais aucun doute possible, les bruits ne viennent pas d'eux. Ils viennent bel et bien de la créature qui continue de fuir. Jusqu'au moment où elle finit par ne plus pouvoir courir. Shoot me, human! Make it stop! I just shot your ass and stopped. I'm the last of my kind. Yeah, evolution is a bitch. We've lived in these woods 1,000 years. Man, wait a second. Is this a fucking mask?
Make it stop, human. Man, shut the fuck up with that bullshit. What the fuck is wrong with you running around the woods in a costume? Malheureusement, tout ça n'était qu'une vaste blague et donc toujours pas d'acteur débloqué. Enfin ça, c'est ce que j'aurais dit s'il s'était pas mis à neiger à Los Santos. Pourquoi la neige, me diriez-vous? Eh bien, parce que faut croire que le Bigfoot, c'est un cryptide qui est beaucoup lié avec le Yeti, alias l'abominable homme des neiges. Une autre créature légendaire qui ressemble à un humain beaucoup plus poilu, sauf que celui-ci est réputé pour avoir vécu près de l'Himalaya, une énorme montagne enneigée qui s'étend sur plusieurs pays, notamment la Chine avec le Tibet et bien sûr le Népal. Dans GTA V, même si le Yeti n'est jamais mentionné directement, le mont Chiliad et les zones montagneuses de Rayton Canyon ou de Paleto Forest reprennent justement cette ambiance des régions isolées, sauvages, où tout peut se cacher à l'abri des regards humains. Et c'est peut-être pas un hasard si le Bigfoot, qui est lui-même l'équivalent américain du Yeti, est associé à ces zones montagneuses et boisées. Rockstar joue sur cette imagerie commune. Les créatures légendaires vivent toujours loin de la civilisation, dans des lieux où personne ne met jamais les pieds, et qui alimentent forcément toutes les théories du complot autour des cryptides. En un sens, le mont Chiliad est au Bigfoot ce que l'Himalaya est au Yeti. Du coup, s'il se met à neiger, est-ce que ça serait pas le moment parfait pour tenter de trouver cette fois un vrai Bigfoot ? En retournant sur les lieux de tout à l'heure, j'ai pas remarqué de trucs vraiment étranges. Par contre, j'ai découvert qu'à un certain horaire, plus précisément vers 6 h du matin, une nouvelle peyote était apparue près de l'endroit où j'ai tué le faux Bigfoot. Et ça, c'est pas du tout censé être possible, puisque normalement, il y en a que 27 dans tout le jeu et je les avais déjà toutes prises avant. Donc, qu'est-ce que cette foutue peyote fout là? Et en quoi va-t-elle me transformer? C'est à la fois très surprenant et à la fois pas du tout. Donc voilà le secret pour obtenir le dernier acteur animal du mode réalisateur de GTA V, il faut devenir le Bigfoot. En l'incarnant, vous n'avez pas énormément de nouveautés, si ce n'est le physique complètement changé, et une légère augmentation au niveau de la vitesse quand on court. Donc super, on a débloqué un nouveau skin qui sert à rien, mais notre mystère ne s'arrête pas là, parce qu'en vérité, il s'est passé des choses assez intéressantes lors de notre hallucination au cactus. Quand j'étais dans la peau du Bigfoot, j'ai constaté la présence d'un lapin mort en face de mon personnage. Et ça peut paraître très anodin au début, jusqu'à ce qu'on entende ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce lapin n'avait pas été tué par moi, mais par une autre créature mystérieuse débloquable, qui pour le coup n'apparaît pas du tout dans le mode réalisateur. Déjà que le Bigfoot était en quelque sorte un animal secret, là on est sur quelque chose que même les développeurs ne pensaient pas que les joueurs trouveraient, au point qu'ils ne l'ont même pas rendu obligatoire pour débloquer le dernier trophée. Bon, pour cette fois, il va falloir faire appel à la communauté GTA pour comprendre un peu ce qui va nous arriver par la suite. D'après ce que j'ai compris, la nouvelle peyote que j'ai trouvée plus tôt était une peyote dorée. Elles sont normalement secrètes et au nombre de 7. Celle que j'ai trouvée est apparue parce qu'il neigeait, qu'il était entre 5h30 et 8h du matin et qu'on était un dimanche. Les 6 autres apparaîtront donc aux mêmes horaires avec la même météo mais seulement à des jours différents. J'ai donc enchaîné toutes les autres peyotes et à chaque fois je me retransformais en Bigfoot avec à mes côtés de nouveaux cadavres et le bruit de la créature qui les avait assassinés, qui apparemment a été surnommée la proie. Le lundi, c'était un cerf. Le mardi, une voiture totalement renversée et abandonnée laissant supposer que des humains étaient soit morts, soit disparus. Le mercredi, à nouveau un animal, mais cette fois un pauvre sanglier. Pareil pour le jeudi avec un puma décédé, et le vendredi c'était des cyclistes. Et là, plus de doute, la proie a bel et bien assassiné des humains. Tout se jouera donc le dernier jour où l'on devra découvrir un ultime cadavre et en finir avec cette foutue histoire. En mangeant la dernière peyote, on se retrouve une dernière fois dans la peau du Bigfoot et on peut constater la présence d'un corps sans vie qui n'est autre que celui du chasseur de tout à l'heure. Et pour cette hallucination, un petit détail a été ajouté. On peut faire grogner notre personnage et en le faisant, ça fait rugir la créature meurtrière.
Là, on tient une piste vraiment intéressante, puisque chaque rugissement entendu nous dirige quelque part, et donc logiquement, de plus en plus près du monstre. À force d'écouter et d'avancer, on tombera sur des traces de son passage. Pour la majorité, ce sont juste des cadavres d'humains et d'animaux. Il faut quand même savoir que ce que je vous raconte m'a pris des heures à faire. Parce qu'en fait, la proie nous fait faire plusieurs allers-retours d'un cadavre à l'autre pour qu'on perde sa trace, sachant qu'en plus, on est à pied et que tout le monde a peur de nous. Chaque individu qu'on croise essaye soit de nous fuir, soit de nous tuer. Heureusement, faut croire qu'une des capacités spéciales du Bigfoot, c'est aussi d'avoir une super force. Après des heures de recherche et de pistage, j'ai enfin fini par trouver ce que je cherchais. Je sais que ça peut paraître fou, mais tout ce que vous avez vu dans cette vidéo existe réellement dans GTA V. Il n'y a aucun mode ajouté, tout est présent dans le jeu de base. Et c'est là qu'on réalise à quel point ce titre représente l'excellence du jeu vidéo. Un mode histoire inoubliable, un online légendaire qui a marqué des millions de joueurs à travers le monde, avec des moments qui les ont fait rire, rager ou même pleurer, et une multitude de détails incroyables dont beaucoup ne seront sans doute jamais découverts. Mystères, easter eggs, secrets enfouis, il y a sûrement encore des choses que personne n'a vues et que l'on verra peut-être jamais. Et quelque part, c'est ce qui rend GTA V unique et presque éternel. Même après la sortie de GTA VI, certains mystères continueront de hanter Los Santos. Alors peut-être qu'un jour, en revenant pour tenter de les résoudre à nouveau, on se souviendra de tous ces moments incroyables que nous a offert ce chef-d'œuvre qu'est Grand Theft Auto V.